Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand JT des Territoires sur vos chaînes régionales et sur TV5 Monde. Voici tout de suite les titres de l'actualité de cette édition. Dans ce journal, l'inquiétude est palpable chez certains Martiniquais. Si la grève débutée il y a 15 jours se prolonge, une pénurie alimentaire reste à craindre. Un point sur la situation dans l'île avec un reportage à suivre de Via ATV Martinique. Le prix des matières premières ne cesse d'augmenter, parmi lesquelles le blé. Une nouvelle qui n'est pas toujours bien accueillie, comme a pu le constater l'équipe de TV7 à Bordeaux. Si l'on se souvient de Joséphine Becker comme d'une chanteuse, une danseuse et une actrice de talent, eh bien on la connaît moins comme maman. Et pourtant, la star qui vient d'être inhumée au Panthéon à Paris avait adopté 12 enfants. L'un d'eux s'est confié, vous l'entendrez dans ce journal, à nos confrères de TL7, la chaîne de la Loire. Et puis à la fin de ce journal, je vous inviterai à faire un bond vers le futur. Grâce aux caméras de Monaco Info, vous découvrirez un objet volant non identifié, ou presque, vous verrez. Pour démarrer ce journal, je vous le disais à l'instant en titre, voilà une dizaine de jours que la Martinique est paralysée par un mouvement de grève initié d'abord en réaction à l'obligation vaccinale des soignants et qui se dirige de plus en plus vers des revendications plus sociales. Conséquence des blocages, des rayons de supermarchés presque vides. C'est ce qu'a pu constater Loïc Régis et Marlène Mec de Via ATV, nos confrères sur place, dans la ville du Lamentin, située à une dizaine de kilomètres de Fort-de-France. Regardez. Plus un œuf, quelques pâtes, très peu d'huile. Dans cette grande surface du Lamentin, de nombreux rayons sont vides, de quoi alimenter l'inquiétude des clients. C'est pratiquement vide pratiquement vide. C'est un peu compliqué, hein, les produits secs, on a un peu de mal à les trouver. Comme vous voyez, les pâtes, le riz, donc je prends ce que je trouve en fait. Si ça continue comme ça, c'est clair que les rayons vont encore se vider, il y aura encore de moins en moins de produits et effectivement ça peut être inquiétant pour l'avenir. Cet après-midi-là, des brioches ont été livrées. Elles viennent du fabricant local basé juste à côté et elles ont été amenées en traversant les cours de la zone. Mais tous les fournisseurs n'ont pas cette possibilité. Nous constatons aujourd'hui en alimentaire des ruptures de plus en plus importantes et surtout nous n'arrivons pas à nous faire réapprovisionner. Le port étant complètement bloqué, cette marchandise ne nous arrive pas et les producteurs locaux sont énormément ennuyés par rapport au barrage qu'il y a actuellement. Résultat, ici, dans l'entrepôt qui jouxte le magasin, les stocks sont en nette baisse. À la vue des stocks que vous avez, vous pourriez, selon vous, tenir combien de temps ? Eh bien, comme vous le voyez, les réserves sont vides et nous pouvons tenir ce que je prévois une quinzaine de jours. 15 jours, si la situation n'est pas débloquée, la crainte d'une pénurie alimentaire ici est bien réelle. Voilà, et puis dans l'actualité, je vous le disais en titre, le prix de la baguette pourrait flamber. En cause, eh bien, c'est l'augmentation du prix du blé. Explication à Bordeaux d'Alix Fourcade de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Accepteriez-vous de payer votre baguette de pain plus cher? S'il faut payer un peu plus cher, on paiera un peu plus cher. Pourquoi pas, mais il faut que le pain soit vraiment de qualité. Sur une dizaine de boulangeries bordelaises interrogées, seules 2 ont augmenté le prix de leur baguette dans les 3 derniers mois. Ce boulanger a décidé de ne pas le faire, mais les difficultés s'accumulent. On a, nous, dans la structure de l'entreprise, bougé le prix de la baguette pour la première fois en 10 ans en février dernier. Donc on ne rebougera pas le prix de la baguette cet hiver parce que c'est trop compliqué, c'est trop sensible et qu'on veut garder sur ce qui est notre cœur de métier, des prix qui nous semblent être convenables et cohérents. C'est-à-dire que tu peux rentrer à la boulangerie et acheter une baguette et un croissant sans que ça te coûte 3 €, quoi. Ça nous paraît important. En revanche, on va être contraint de faire bouger quelques prix d'autres produits. En une année, le cours du blé a augmenté de 50% au niveau mondial. Le prix de la tonne de blé a même atteint les 300 € ces derniers jours, une hausse historique. Les professionnels du secteur s'inquiètent donc pour l'avenir. Les coûts de production nécessaires à cultiver le blé ont flambé de manière exponentielle. Et il y a 2 solutions. Soit effectivement le blé se maintient à très bon niveau et l'agriculteur réussira à amortir cette hausse de coût de production, ou si le blé rebaisse comme on l'a connu dans les précédentes hausses, en 2007 ou 2012, le blé avait perdu toute sa hausse en moins d'un mois. Si le blé chute,
le producteur sera en contre-marge de manière très importante. Car si cette hausse est si importante, ce n'est pas qu'à cause de la forte demande après la période de crise sanitaire. Les coûts de production ont aussi bondi, et notamment le prix de l'engrais, qui a vu une hausse de 250% cette année. Tout à fait autre chose dans l'actualité, dans la lutte contre les violences faites aux femmes. La gendarmerie de la Sarthe, vous allez le voir, a mis en place une nouvelle opération qui est détaillée par Enzo Maubert de LMTV Sarthe sur place. Regardez. C'est un petit sac aux grandes ambitions que l'on trouve désormais dans 110 pharmacies du département. La gendarmerie de la Sarthe et la préfecture ont distribué 110 000 sachets à médicaments comme celui-ci avec un objectif, sensibiliser. Sur ces sachets, vous avez 2 messages de prévention. Un message de prévention en direction des seniors et un autre message de prévention en direction des personnes victimes de violences, en particulier dans la sphère familiale. Les sacs indiquent des numéros de téléphone et des conseils, mais ils mettent un point d'honneur aussi à rappeler la définition des violences faites aux femmes qui peuvent prendre des formes très différentes. Les violences faites aux femmes ne sont pas que des violences physiques, elles peuvent être morales, elles peuvent être psychologiques, elles peuvent être économiques, elles peuvent s'exprimer aujourd'hui au travers du numérique, sur Internet. Le message que l'on peut donner à travers ce petit sac avec ces messages, c'est de dire à ces femmes qu'elles ne restent pas isolées, qu'elles n'hésitent pas à se confier, par exemple à leur pharmacien ou à leur pharmacienne. Les pharmacies n'ont pas été choisies au hasard, elles contiennent très souvent des espaces de confidentialité où chacun peut être écouté et accompagné. Mais depuis le confinement, elles sont aussi devenues des lieux refuges indispensables. Une femme peut entrer dans la pharmacie en toute discrétion et c'est un lieu ouvert toute la journée. Donc évidemment, c'est un lieu qui sera un peu plus discret pour une femme qui souhaiterait échanger. La gendarmerie espère que ces sachets transportables que l'on ramène à la maison alerteront le plus grand nombre. Selon la préfecture, en Sarthe, les violences faites aux femmes ont augmenté de 10% en un an. Voilà, nous partons dans ce journal à présent en Haute-Corse, à Lumio, où des bénévoles étaient à pied d'œuvre ces derniers jours, vous allez le voir, pour remettre en état leur littoral, envahi par des biomédias, des morceaux de plastique censés filtrer les eaux usées des stations d'épuration. Une tâche accomplie sous le soleil et dans la bonne humeur, vous allez le voir dans ce reportage signé Alban Gingembre et Clara Marley de Via Télépaésé sur place. Vous en avez certainement déjà vu sur les plages. Voici les biomédias. Des petits cercles en plastique utilisés dans les stations d'épuration pour filtrer les eaux usées. Suite à des dysfonctionnements au sein de plusieurs stations d'assainissement, les découvertes de ces déchets se multiplient sur les côtes de l'île de Beauté. Je trouve que c'est vraiment dommage de laisser effectivement ce genre de détritus échouer sur les plages et se déliter dans la mer et tout polluer, quoi. Donc si on peut faire quelque chose pour éviter ce genre de situation. En plus d'être nocifs pour la faune et la flore marine, ces déchets le sont aussi pour l'environnement terrestre et la vie humaine. C'est censé rester et être traité dans les centres d'assainissement, mais a priori, ça s'évacue aussi, on les retrouve sur le littoral. On sait qu'il y a une pollution maritime et ça amène donc ces objets. Donc ça reste déjà du plastique. Après, ces plastiques gardent aussi des bactéries pendant quelques années. Donc il y a aussi un effet pour ceux qui peuvent les toucher et toute la biodiversité. Pour lutter contre ce fléau, l'Office de l'environnement a lancé une collecte de ces biomédias. Encadrés par des agents de la collectivité de Corse et du parc marin, les bénévoles ont ratissé l'île du nord au sud. Les données recueillies pendant cette collecte permettront ainsi de constituer un dossier juridique adapté afin d'anticiper et de prévenir ce type de pollution. Nous allons répertorier tous les types de biomédias que nous allons trouver. Donc nous avons un protocole, les quantifier et puis après nous allons les remettre à l'Office de l'environnement qui va traiter toutes ces données. Suite à cette collecte, professionnels et bénévoles ont récolté plus de 80 000 biomédias sur l'ensemble du territoire corse en une seule journée. Voilà, et puis à signaler aussi la sortie du magazine Le Point spécial Nantes, comme vous le voyez sur cet écran. Faut-il quitter Nantes ? Un dossier dirigé par Valérie Pfeiffer, avec en foot, quand les Canaries veulent s'exiler. Et puis l'insécurité, les transports, le logement, des sujets qui font débat et qui fâchent à Nantes. Et puis dans les modes de vie, c'est Nantais qui s'ancre à la Baule, vous le verrez. Et puis c'est législative avec LR qui veut gagner le match retour. Enfin, un sujet sur le vin, les vins du côté d'Épicure.
dans cette édition spéciale Nantes du magazine Le Point. Faut-il quitter Nantes ? Et maintenant, si votre progéniture devenait scientifique, en tout cas l'opération 1000 chercheurs dans les écoles, lancée par l'AFM Téléthon il y a de cela 8 ans, a pour but de sensibiliser les collégiens et les lycéens à la recherche. Mathilde Francou de TV78 dans les Yvelines a rencontré Marilyn Moulin, venue susciter des vocations au lycée Jean Rostand à Mantes-la-Jolie. Regardez. Quel est le quotidien d'un chercheur? Comment obtenir un médicament? Marilyn Moulin travaille sur une maladie génétique rare qui touche les muscles. Elle présentait sa formation et son métier avec les élèves du lycée Jean Rostand à Mantes-la-Jolie. Je m'intéresse à une maladie génétique qui touche le gène de la sélénoprotéine. Cette protéine est impliquée donc dans la fonction du muscle. Elle intervient entre deux organelles importants dans le muscle. Une organelle qui va fournir de l'énergie et l'autre qui va dire à la cellule qu'il va falloir se contracter. Et donc moi j'étudie le rôle de cette protéine dans cette coordination entre l'énergie et l'action de se contracter. Marilyn Moulin participe à 1000 chercheurs dans les écoles. Organisée par l'AFM Téléthon, l'opération a pour but de susciter des vocations. C'est important pour nos élèves, je pense, parce qu'ils n'ont pas forcément accès dans leur entourage à des personnes qui sont dans les laboratoires, à des enseignants-chercheurs, à des personnes peut-être même au centre diplômés. On a pas mal d'élèves, on est anciennement en ZEP aussi, donc avec pas mal de statuts sociaux assez compliqués. En s'appuyant sur des exemples concrets, Marilyn Moulin était également présente pour montrer que la recherche est accessible. Je n'ai pas été directement à l'université en me disant je veux être chercheur à la fin, pour leur montrer que c'est possible, qu'il y a des passerelles et qu'on peut donc, même après avoir décidé de faire des études courtes, finalement se réorienter et aboutir jusqu'à une thèse, un doctorat. 10 établissements yvelinois ont participé à cette nouvelle édition. Tout à fait autre chose dans ce journal maintenant. Saviez-vous que la bouse de vache pouvait être utilisée comme combustible, comme matériau de construction et comme engrais? Un engrais excrément écolo, c'est ce que vous allez découvrir dans ce reportage de Laurie Charmerla de Via Occitanie. Regardez. C'est bon, la recette est simple. C'est que de la bouse de vache. Prenez une corne de salers, remplissez-la de bouse de vache et enterrez-la 6 mois. Vous obtiendrez de la préparation 500. C'est le principe de la biodynamie, une culture de bactéries qui servira à nourrir les 80 hectares de vignes du domaine. Alors ça va apporter des bactéries. En fait, on crée une culture de bactéries qui va permettre de créer de la matière organique. Et au mieux d'apporter la matière organique en grosse quantité comme on apporterait du fumier ou autre, on va apporter la bactérie qui est capable de créer cette matière organique. C'est après des études et un tour du monde où il a travaillé dans les vignes d'une dizaine de pays que Tanguy Castillon rapporte le concept au domaine familial. C'est la 2e année qu'il teste cette technique. Alors voilà, là on a la 500 qui est sortie l'an dernier, donc qui est restée pendant 6 mois enterrée et qui est sortie il y a 6 mois. On n'est que sur de la bouse de vache qui aujourd'hui sent rien du tout. On est sur quelque chose qui s'est complètement transformé. Le procédé suit le calendrier lunaire. Tanguy Castillon enterre les 150 cornes selon les constellations dominantes entre les équinoxes d'automne et de printemps. Datant du début du XXe siècle, la technique peut paraître un peu druidique. L'idée de la biodynamie où on parle d'idéologie un peu ésotérique avec des forces cosmiques, tout ça, c'est pas ma biodynamie que je pratique aujourd'hui. Il y a énormément de courants et c'est pas ce courant-là. Un retour à la nature primordial pour le vigneron, qui pense que cette technique du passé pourrait bien être l'avenir. Comme je vous le disais dans les titres, le 30 novembre dernier, Joséphine Baker est entrée au Panthéon 46 ans après sa disparition. Un moment historique, c'est en effet la première artiste de scène et la première femme noire à y entrer. Une chanteuse, une comédienne, mais aussi une mère de 12 enfants. Mara Bouillon, un de ses fils, installé dans la Loire, a confié quelques souvenirs à Céline Ercilia de TL7, la télévision de la Loire. Écoutez. Avec une personne telle que ma mère, forcément on a des souvenirs. Bon, moi celui que je retiendrai le mieux, c'était quand on est allé au Venezuela et que moi je l'ai accompagnée, elle avait une tournée et qu'elle m'avait toujours dit de toute façon tu reviendras un jour au Venezuela. Et donc on était partis tous les deux. Voilà. Ma mère et moi, donc on était passés par Caracas, après on est allé à Maracaibo, là où je suis né, et puis on avait fait un périple
quand vous avez votre mère pour vous, et pas avoir tous les frères et sœurs autour, forcément ça marque. Surtout quand on est 12 surtout. Voilà, ça ne vous a pas échappé, nous sommes début décembre, c'est la période des marchés de Noël, bien évidemment, des marchés qui rencontrent partout un franc succès dans toutes les régions et qui seront soumis cette année encore, Covid oblige, à l'obligation du pass sanitaire et au respect des gestes barrières. À Annecy, où s'est rendu Sébastien Germain de 8 Mont-Blanc, pas question, vous allez voir, que cela gâche la fête. Regardez. À 17h30 ce lundi, le marché de Noël d'Annecy 2021 est enfin inauguré. C'est un grand ouf de soulagement pour les élus, après l'annulation de l'édition 2020 qui a conduit la municipalité et l'ancien prestataire à régler leur litige devant la justice. Mais aujourd'hui, l'heure est désormais à la fête. Ça a été un travail difficile, on a réussi. On est en période un peu d'évolution du Covid, mais là il faut penser à la fête, mais il faut aussi penser aux gestes barrières. Et j'invite tout le monde à venir au marché de Noël, que ce soit sur Annecy, Sénaux et les autres communes nouvelles. Et pour ce presque retour à la vie d'avant, la ville d'Annecy a donc choisi d'innover. Cette année, 150 chalets sont dispatchés sur 9 sites différents. 4 à Annecy et 1 dans chacune des communes déléguées. Et pour les commerçants locaux ou ceux qui viennent des 4 coins de la France qui sont déjà en place, notamment le long du Thioux à Annecy, cette édition 2021 du Noël des Alpes est très attendue. La chaleur humaine, malgré le froid, beaucoup de contacts, beaucoup de gens souriants. À Annecy, c'est très agréable. Voilà. Et puis après, espérons qu'on ait la météo avec nous. Et en tout cas, les gens et les clients ont l'air d'être là. On attend aussi que tout se passe bien, que les gens soient sympas, ce qui est le cas d'ailleurs, hein, et que surtout nos produits plaisent et qu'ils soient heureux d'en acheter. Pour le moment, seuls les sites annéciens ont officiellement été inaugurés. Et ce lundi soir, pour la première soirée, le public avait déjà répondu présent pour retrouver un semblant de liberté dans une ambiance qui fleure bon les fêtes de fin d'année. Je suis étudiante et pendant 1 an ça a été la misère et là je suis bien contente de retrouver mes potes et de pouvoir sortir. Marché de Noël c'est côté festif, on se retrouve avec des amis, on passe un bon moment tous ensemble, c'est sympa quoi. Les différents marchés de Noël d'Annecy resteront ouverts jusqu'au 2 janvier 2022. C'est donc parti pour 6 semaines de fête, dans le respect des règles sanitaires bien entendu. Voilà, un cocorico, la France va avoir sa propre marque de jeans. N'en déplaise aux géants américains, un atelier confection 100% français vient d'ouvrir ses portes dans les Vosges. Une première dans l'Hexagone, et Jean-François Verrier et Anne Didier de Vosges Télévision nous le font visiter. Regardez. Depuis quelques jours, dans cet atelier de confection chez Tissage de France à Rue-sur-Moselle, on forme une dizaine de couturières amenées à produire des jeans 100% français de la marque 1083, mais pas seulement. Une quarantaine de postes sont encore en cours d'installation pour un début de fabrication espéré en début d'année prochaine. Ces jeans seront confectionnés pour plusieurs marques, pour 1083 bien sûr, l'actionnaire majoritaire de Tissage de France, mais aussi pour plein d'autres marques qui veulent relocaliser, des enseignes, des grandes surfaces, en fait toutes celles et ceux qui sont intéressés par relocaliser la production de jeans en France. Le marché potentiel est énorme, misant sur l'élan de relocalisation issu de la crise sanitaire. On va pouvoir ici filer, tisser et confectionner des jeans made in France en s'appuyant sur de la main-d'œuvre locale, repérée et formée par Pôle emploi, le Greta et le lycée professionnel de Thaon-les-Vosges. Une vingtaine de couturières apprend donc le métier. Reste bien à 7 mm, là t'as beaucoup plus. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne couturière ? Qu'elle soit habile de ses doigts. Le plus important, c'est vraiment le positionnement des mains et puis qu'elle soit aussi en confiance et puis qu'elle y aille, quoi, tout simplement. Qu'est-ce qui vous a plu ? Le fait d'ouvrir une usine, c'est une aventure un peu et puis rencontrer toutes ces filles, c'est sympa. Objectif pour les 20 couturières qui seront formées en 2 sessions, produire 100 000 jeans par an. Pour le dirigeant qui partage son temps entre le site d'origine dans la Drôme et celui de Rue-sur-Moselle, l'idée est bien de reconstruire une filière complète. Un élan qui sera confronté au choix de consommation de chacun, sachant que si la marque phare reste 1083 et ses jeans éco-responsables haut de gamme comme celui-ci, le Made in France entend s'adresser également à toutes les bourses. Si demain on arrive avec des volumes encore plus importants, à être plus rapide sur des modèles plus simples et avec des matières premières peut-être plus bon marché, on réussira, je l'espère, à proposer pour des grandes enseignes des jeans plus abordables. Tissage de France et son actionnaire principal 1083 affichent un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros et emploient 90 collaborateurs. L'essor espéré du jeans 100% français doit permettre de maintenir le cap. Les premiers signes sont en tous les cas encourageants sur un marché de plus en plus sensible à ce type d'initiative.
Nous ouvrons une page sport à présent dans ce journal. À 2 mois des Jeux Olympiques de Pékin, on s'est demandé comment les futurs champions parvenaient à concilier vie universitaire et carrière sportive. Réponse de Frédéric Lorenzon de TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme en Bretagne, à l'université occidentale qui accueille une centaine d'étudiants sportifs de très haut niveau. Regardez. L'université de Brest accueille 25 000 étudiants. Parmi eux, une centaine sont sportifs de haut niveau. Léane est nageuse, compétitrice et sa journée commence tôt. Tous les matins, on est à 6h30 devant la piscine. Il y a juste le lundi matin, on arrive à avoir un créneau à 8h pour un peu plus de repos. Juste un matin, ça fait plaisir. C'est parti pour 2 heures dans l'eau. Léane se prépare pour une compétition mondiale à Abu Dhabi en décembre. Son entraîneur connaît bien le double objectif, le sport et les études. C'est un véritable défi. Faut s'organiser au quotidien, il faut composer avec les entraînements, les cours. Et bien évidemment, là-dedans, il faut placer du repos pour pouvoir être performant autant dans ses journées de cours que dans ses heures d'entraînement. Pour sa première année de fac, Léane a tenté de mener de front la compétition et ses études. Trop dur, cette année, elle dédouble son année. J'ai pas cours jusqu'à janvier, donc ça me permet vraiment de me reposer, d'être vraiment à 100% dans ma pratique sportive. Et du coup, je reprends les cours à la fac en janvier. Pendant que Léane s'entraînait, Jules était en cours. Il est étudiant en STAPS, en sciences du sport à l'UBO. Au programme, ce matin, cours de physio. Il faut être prêt à 8h dans l'amphi avec 600 personnes. Donc il faut être prêt à suivre le cours directement. Et plutôt réveil intellectuel. L'après-midi, Jules s'entraîne au pôle France de la Fédération française de voile à Brest avec Manon. Elle est championne du monde 2021 en planche à foil. Elle est aussi inscrite en STAPS à Brest. On a 3 séances d'entraînement par semaine en Big de 93. Là, c'est un peu particulier parce qu'on va au championnat du monde jeunes. Donc on s'est qualifié avec Jules, on est les seuls représentants français. Donc on a un programme, on s'entraîne au moins 3 fois par semaine et plus le week-end si c'est possible. Comme Léane, 4 jeunes étudiants sportifs de haut niveau ont reçu des bourses de 2 500 € pour l'année grâce à des entreprises partenaires de la fondation UBO. Voilà, attention, ceci n'est pas de la science-fiction, je vous le dis en titre. Nous pourrions, d'ici une dizaine d'années, nous déplacer, oui, à bord de voitures volantes. La preuve avec cette 4L remise au goût du jour que nous présente Chrisinda Thomel de Monaco Info. Une voiture volante franco-monégasque, la Flying Car, a été conçue entre Sofia Antipolis et Monaco avec un concept bien particulier. Éviter de déplacer des tonnes de métal et éliminer les embouteillages sur Terre. Une voiture volante qui se déplacera dans les airs car selon la vision de son concepteur, dans le futur, les routes seront dans les cieux et l'homme voyagera dans les villes à l'aide de ce genre de véhicule. On parle de 5 à 10 ans. Ça peut aller plus vite parce que en fait, la technologie n'augmente pas de manière linéaire mais augmente de manière exponentielle. Donc on pense que d'ici une dizaine d'années, de très nombreuses villes seront équipées de ce système de véhicules. De très grosses compagnies aux États-Unis comme Uber s'intéressent vraiment au système. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà une cinquantaine de marques et de labels industriels qui sont positionnés. Et nous, on arrive un peu comme un nouveau player. Et notre idée à nous, c'est de faire des voitures volantes cool. Parce que tous les constructeurs qui sont aujourd'hui sur le marché proposent des choses qui ne sont pas vraiment forcément design. Et on arrive avec une proposition complètement innovante de dire qu'on va faire voler des icônes du passé, mais dans le futur. On avait une contrainte très forte qui était célébrer les 60 ans de la 4L. Donc il fallait que de près ou de loin, ça se rapproche d'une 4L. En tout cas de l'image iconique de la 4L. Et donc je pense qu'on a réussi notre pari. La complexité du projet, c'est le poids. Puisque pour faire voler un objet comme ça, il faut vraiment optimiser le poids. Donc on a dépensé beaucoup d'énergie à essayer de trouver des solutions et on a fait un châssis entièrement en carbone, une coque entièrement en carbone, tout ça dans un souci d'allègement pour qu'effectivement on soit sûr que l'engin vole. Et comme c'est le cas, c'est réussi. Oui, on a fait tout ce qui est partie motorisation, contrôle de vol, gestion pour qu'elle vole. Déjà, c'est un gros bébé, ça pèse un certain poids. Et faire voler un petit drone, c'est simple. En faire voler un très gros, c'est un peu plus compliqué. Il y a beaucoup plus de contraintes. Sans compter que c'est un exemplaire unique. Donc on ne peut pas se louper ou réessayer. Donc ça a marché, donc c'est pas mal. Et là, on la présente sur l'héliport de Monaco où justement, elle peut faire quelques jolies photos.
Aller vers un monde autonome en utilisant l'intelligence artificielle pour contrôler ce genre de véhicule, c'est ce que propose ce nouveau concept qui promet plus de sécurité et moins de consommation d'énergie puisque le véhicule est 100% électrique. Et puis un peu de féerie et de lumière dans ce début du mois de décembre. De drôles d'animaux venus d'Orient se sont posés à Blagnac, près de Toulouse. Des pandas, des baleines, des dragons, comme vous le découvrez sur ces images de Manon, aussi de la Dépêche du Midi. Il s'agit du plus grand festival de lanternes du monde, après la Chine bien évidemment. Un festival qui attire pas moins de 500 000 visiteurs par an et qui fermera ses portes le 1er février prochain. Voilà, c'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de l'avoir suivi sur vos chaînes locales et régionales, mais également sur TV5 Monde. On se retrouve très vite pour une prochaine édition. Au revoir à tous et bon courage.